Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de lecture où nous allons lire les chapitres 3 et 4 de Infandum. La première conférence s'achève, aussitôt suivie par une seconde à laquelle Anne ne prête que peu d'attention, trop occupée à échanger des signes avec son amie d'enfance. Elles se rejoignent finalement à l'heure du déjeuner. Cassandre traverse la foule à toute vitesse pour venir se jeter dans les bras d'Anne avec un enthousiasme pour le moins démonstratif. « Mais je le crois pas! Vous ici, ma chère, mais ça faisait tellement longtemps !»« Oui, tu l'as senti toi aussi? Notre connexion spirituelle fonctionne toujours. J'ai su que t'étais là avant même de me retourner. »« Ne crie pas, voyons. Mais tu l'as senti ou pas ?»« Oui, je l'ai senti. C'est un truc de malade. Tu ne voudrais pas en discuter dehors? Ça me gêne de parler de ça devant tout le monde. Bon, t'inquiète, les gens s'en foutent de ce qu'on raconte. Mais t'as raison, allons manger. Je n'en reviens pas que tu sois là. C'est le destin qui nous a guidés l'une vers l'autre. » La jeune femme entraîne d'autorité son amie vers la sortie du campus. Anne s'amuse de la découvrir toujours aussi directe et hyperactive qu'autrefois. Elle a étonnamment peu changé depuis son enfance. « J'ai repéré un McDo par là-bas, viens. »« Je ne suis pas très branchée fast-food en fait. J'essaye de perdre du poids. »« Pourquoi, tu te trouves grosse ?» Cassandre pile au beau milieu du chemin pour la reluquer de haut en bas. « Bon, ça va, on a déjà vu pire, hein. »« Ah ben merci, c'est facile pour toi de dire ça, t'es super mince. »« Ils font aussi des salades chez McDo, tu sais. »« Oui, mais... Bon, allons-y puisque tu y tiens tant. » Quelques minutes plus tard, elles sont attablées devant une salade pour l'une et une énorme boîte de nuggets pour l'autre. Anne ne peut s'empêcher de songer aux poules de l'usine en voyant les bâtonnets frits que son amie dévore à un rythme prodigieux, après les avoir copieusement recouverts de sauce barbecue. « T'en veux ?» propose-t-elle en remarquant le regard fixe d'Anne. « Non, merci. »« Alors, qu'est-ce qui t'amène ici à part le destin? Tu as réussi à devenir vétérinaire ?» Cette question déclenche un éclat de rire chez Cassandre. Mes projets ont changé à la seconde où j'ai découvert toutes les années d'études que je devrais me taper. J'ai fait une école de soigneur animalier à la place. Maintenant, je travaille dans un zoo. Ça te plaît? Grave. Surtout que le parc a accueilli cette année une femelle jaguar, Maya. Je l'adore. Le jaguar est mon animal totem. Qu'est-ce que tu entends par là? Cassandre repose le bâtonnet de poulet qu'elle s'apprêtait à mordre et se penche vers son amie, l'air soudain confidentiel. Tu vois toujours les deux cobras dont tu nous parlais lorsqu'on était petite, le blanc et le doré? Un froid insidieux se répand dans les veines d'Anne, qui hésite à répondre. Elle n'aborde plus ce sujet qu'avec sa jumelle. Évoquer les amadriades devant autrui lui apparaît aujourd'hui comme une sorte de blasphème. Cassandre la regarde sans ciller. L'étrange impression que son amie qualifie de connexion spirituelle se manifeste à nouveau lorsqu'Anne finit par hocher la tête sans rien dire. « Je m'en doutais. Eh bien, figure-toi qu'il m'arrive la même chose, mais avec un jaguar. 2 pour être exact, mais je n'ai aperçu le premier qu'une seule fois il y a très longtemps. L'autre vient régulièrement me parler. » « Il te parle ?»« Bien sûr. Sa voix est grave, profonde et son pelage d'un noir absolu. Chez les jaguars réels, on peut distinguer des ocelles même sur les spécimens sombres, car le motif apparaît par transparence à la lumière. Mais le pelage de mon esprit jaguar est totalement uni. Ça fait ressortir ses yeux jaunes qui brillent comme de petits soleils. Il s'appelle Terumax. C'est un nom assez curieux. Je ne l'ai pas inventé, c'est lui qui me l'a dit. » Anne demeure songeuse en considérant l'expression pénétrée de son amie. Elle n'a certes aucune raison de douter de ses affirmations, étant donné ses propres expériences avec des cobras surnaturels. Mais le fait que Cassandre soit entrée en contact avec un esprit doué de parole la trouble. Que peut-il bien lui raconter? Cette question lui brûle les lèvres sans toutefois parvenir à les franchir. La jeune femme éprouve une singulière exaltation à l'idée d'avoir retrouvé une interlocutrice, autre que sa sœur, à qui elle puisse se confier à propos des amadriades sans se voir gentiment conseiller un suivi psychiatrique. C'est incroyable qu'on se retrouve aujourd'hui. Pas plus tard que cette nuit, j'ai justement rêvé de Mélanie. Elle était venue à l'endroit où je travaille et... Anne s'interrompt en voyant le visage de Cassandre s'assombrir. « Pardon, je ne voulais pas raviver de mauvais souvenirs. »« Ça va, c'était il y a longtemps. C'est quoi l'endroit où tu travailles ?»« Oh, rien de très intéressant. Je réalise des études comportementales dans des structures d'élevage en tant qu'éthologue. »« T'es allée à l'université alors? C'était bien ?» Disons qu'endurer 5 ans d'études assez pénibles pour à la fin devoir bosser sur des poules pondeuses, ce n'est pas trop ce que j'espérais au départ. Tu les étudies aussi quand on les emmène à l'abattoir? Hein? Non, bien sûr que non. Je travaille seulement au sein de l'élevage. Dommage. Ce serait intéressant d'analyser leurs réactions pendant la mise à mort. Je ne sais pas. T'aimes ça? Quoi donc? Bosser dans cet élevage? Ah, non, je déteste. C'est nul comme boulot. Alors pourquoi tu le fais? Mais parce que je n'ai pas le choix, il faut bien que j'ai un emploi pour vivre. Mais ne t'énerve pas, enfin. Je croyais qu'il y avait plein de débouchés pour les éthologues. Pas pour ceux qui se classent 23e dans une promo de 25. Et avant les poules, tu étudiais quoi comme animaux? Parlons d'autre chose. Tu habites dans quel coin? Une petite ville en Meurthe-et-Moselle, tu ne connais sûrement pas.
Tu rigoles? Je suis sur l'agglomération nancéienne. Sérieux? Mais attends que je calcule, ça veut dire qu'on est à environ 60 kilomètres l'une de l'autre? Faut absolument que je vienne chez toi? Plutôt chez toi, se hâte de répondre Anne. Comme ça, tu me feras visiter le zoo où tu travailles. Ah ouais, trop bonne idée. Le parc est fermé au public jusqu'en février, mais ensuite ce sera avec plaisir. Elles passent le reste de la journée ensemble, échangeant leurs souvenirs et rattrapant le temps perdu. Difficile de croire que 2 décennies se sont écoulées depuis leur brutale séparation causée par le déménagement des jumelles. Contrairement à Anne, Cassandre semble avoir traversé cette période dans la plus grande insouciance. Elle se montre aussi spontanée qu'une enfant et paraît 10 ans de moins que son amie. Cette dernière en éprouve une pointe de jalousie qu'elle s'efforce de dissimuler tout au long de leurs heures de bavardage, jusqu'à finalement rejoindre sa voiture après avoir échangé les numéros de téléphone. Alors qu'Anne boucle sa ceinture, son appareil émet des vibrations prolongées depuis les tréfonds de son sac. Le nom d'Héloïse s'affiche sur l'écran. Merde, j'ai oublié de lui répondre. La voix de sa sœur l'apaise tout en l'irritant. Une sensation étrange. Ben alors, tu zappes mes messages? Désolée, j'étais à une série de conférences pour le travail. Et tu ne devineras jamais sur qui je suis tombée. Cassandre, elle était là. Celle de quand on était petite? Et évidemment, qui d'autre? Ah, qu'est-ce qu'elle devient? Elle est soigneuse dans un zoo et on habite dans le même coin. C'est fou, non? Oui, drôle de coïncidence, répond platement Héloïse. Ça n'a pas l'air de t'inspirer grand-chose. Tu voudrais que ça m'inspire quoi? On avait 7 ou 8 ans la dernière fois qu'on l'a vue. Je n'ai pas vraiment de souvenir d'elle. Anne ouvre la bouche sans rien dire, désemparée. Elle se serait attendue à davantage de réactions en annonçant avoir retrouvé l'une des membres de ce qu'elles appelaient à l'époque le club des sorcières. Mélanie, Cassandre et les jumelles avaient alors partagé des expériences hors du commun, pour ne pas dire traumatisantes. Héloïse ne semble pourtant pas avoir été très marquée par les événements de leur enfance, à en juger par son désintérêt manifeste. Elle change de sujet sans s'attarder sur les révélations d'Anne. « Tu ne m'as pas répondu pour Noël, tu viendras ?»« Je n'en sais rien, j'ai beaucoup de... Je vais peut-être devoir travailler ce jour-là. »« Pourquoi tu essayes de te dérober? Je croyais que mon invitation te ferait plaisir. » Un long silence s'étire. Anne ne sait comment s'expliquer et voudrait raccrocher, éteindre le téléphone puis se couper du reste du monde jusqu'à ce que les fêtes soient passées. Qu'on lui foute la paix. Sa sœur insiste, opiniâtre. « On ne s'est pas vu depuis longtemps, tu me manques. »« Ah oui, vraiment? C'est quoi ce ton ironique? Je me montre gentille, attentionnée, et toi tu m'envoies bouler. Tes réactions me font beaucoup de peine. » Sa jumelle sait comment la prendre par les sentiments, comment la faire céder. Elle la connaît trop bien. Anne sent déjà sa volonté faiblir à l'écoute de ses arguments plaintifs et redoutables à la fois. « J'aimerais sincèrement que tu viennes me voir. Si tu ne le fais pas pour toi, alors fais-le pour moi. »« Anne, tu es toujours là? »« Oui, oui, je suis là. »« D'accord, je viendrai. Mais seulement pour le réveillon et le matin de Noël, pas plus longtemps. »« Merci. Ce sera tranquille, ne t'inquiète pas. Juste toi, moi et Thomas. Il n'y aura pas les parents. »« Je dois te laisser, j'ai de la route à faire. » Elle s'est fait piéger comme une imbécile. D'abord par Cassandre, maintenant par Héloïse. Accepter 2 invitations en l'espace d'une journée, sa vie sociale vient de connaître une révolution. On peut commencer. Cassandre et Anne, donnez-moi la main et refermez le cercle avec Héloïse. Je vois rien. On pourrait pas rallumer la lumière? Non, ça marchera seulement s'il fait noir. La lumière fait disparaître le passage vers le monde derrière l'obscurité. Qu'est-ce qu'on va voir quand on sera dedans? Des choses qui ne peuvent pas être dites. Écoutez-moi, les filles. Il va falloir qu'on tourne très vite, pendant assez longtemps, pour passer de l'autre côté. Vous allez avoir le tournis et envie d'arrêter, mais il ne faut surtout pas qu'on se lâche la main. Le cercle ne doit pas se briser pendant la ronde. C'est très important. Il ne doit jamais se briser. Pourquoi? Ça jetterait une malédiction sur nous. Quel genre de malédiction? Il ne faut pas en parler, ça porte malheur. Et si on lâche sans faire exprès? Tu ne lâches pas, Anne. Personne ne doit lâcher. Vous êtes prête? Ça va faire peur? Peut-être. Allez, on commence la ronde. Elles étaient toutes les 3 en adoration devant Mélanie. Pas simplement car elle était plus âgée d'1 an ou qu'elle connaissait les chemins qui mènent au monde derrière l'obscurité, mais parce qu'elle irradiait une aura de puissance. Tout dans sa manière de parler, de regarder, de se comporter, évoquait la sagesse de ceux qui ont vu des choses que nul autre n'a vues. Des choses qui ne peuvent pas être dites. Anne sent l'étreinte familière de la peur l'enserrer dans ses anneaux au souvenir de cet après-midi où elles ont fait la ronde dans les ténèbres de la cave, sous la maison de Mélanie, sans se douter des conséquences de ce qui ressemblait à un jeu innocent. Le fait d'avoir retrouvé Cassandre ravive des bribes de mémoire qu'Anne aurait préféré garder enfouies dans son subconscient.
Elle n'a cependant pas pu s'empêcher de questionner son ami sur Théroumax, l'esprit jaguar qui lui rappelle tant sa propre relation avec les Hamadryades. C'est avec surprise qu'elle a appris que Cassandre n'aperçoit le félin qu'en rêve, et que ses visites précèdent souvent l'apparition de ce qu'elle nomme une zone ombreuse. Cette dernière peut se présenter sous diverses formes. Tunnel, porte entr'ouverte sur une pièce obscure, ruelle ténébreuse. Il est des similitudes troublantes entre ce phénomène onirique, les chemins de Mélanie vers son monde parallèle et le sous-bois sinistre qui s'est matérialisé dans le récent cauchemar d'Anne. Ces trois éléments ne feraient-ils qu'un ? Cassandre en est convaincue. Elle affirme pouvoir voyager pendant son sommeil dans ce que Mélanie appelait le monde derrière l'obscurité, et ce depuis le fameux après-midi où tout a basculé. Cependant, pourquoi y aurait-elle accès alors que les jumelles n'ont plus jamais connu ce type d'expérience ? Non qu'Anne s'en plaigne, plutôt mourir que de revivre ce qui lui est arrivé ce jour-là. Mais en scientifique rigoureuse, elle s'interroge, échafaude des hypothèses et cherche des corrélations. Cassandre et Mélanie étaient très fusionnelles. Elles semblaient se comprendre instinctivement. Peut-être qu'elles avaient les mêmes capacités psychiques et que la ronde a stimulé celles de Cassandre. Une foule d'autres questions submerge la jeune femme. Que penser du fait que seule Cassandre et elle-même soient entrées en contact avec des entités animales ? Que sont ces entités et d'où viennent-elles ? Pourquoi Cassandre n'aperçoit-elle Théroumax qu'en rêve, alors qu'Anne peut interagir avec ses cobras lorsqu'elle est éveillée ? Enfin, pourquoi le jaguar peut-il parler tandis que les serpents sont muets ? Un fracas de battements d'ailes ramène Anne à la réalité. 2 poules se sont engagées dans une prise de bec. Rien d'inhabituel au sein du hangar numéro 2. L'éthologue prend conscience qu'elle s'est égarée plusieurs minutes dans ses pensées en négligeant de noter le comportement de ses sujets. Son stylo hésite un instant, puis remplit au hasard les cases vides du tableau d'observation. Quelques fausses données ne devraient pas nuire à l'ensemble de l'étude, surtout si personne n'est au courant. Le journal de 20 heures dévoile ce soir-là l'épilogue du feuilleton qui tenait en haleine la France entière depuis début décembre. Le corps de la fillette disparue dans le Pas-de-Calais a été retrouvé au fond d'une rivière, dans un sac lesté de pierres, au cœur de la forêt près de laquelle on suppose qu'elle a été enlevée. Sa mort est survenue par strangulation. Le journaliste fait remarquer que plusieurs crimes très similaires ont été commis au cours des 3 dernières années. Les victimes sont toutes des fillettes, étranglées puis coulées au fond de points d'eau situés dans des zones boisées. On envisage désormais sérieusement l'existence d'un tueur en série. S'ensuivent quelques interviews de citoyens inquiets, principalement des mères accompagnées de leurs rejetons, qui affirment craindre pour la sécurité de ceux-ci. Anne écoute un instant ces banalités, puis éteint la télévision et fixe son reflet dans l'écran noir. Mélanie, elle, n'a pas été retrouvée. Personne ne saura jamais ce qui lui est arrivé. La jeune femme abandonne soudain son dîner à peine entamé, puis attrape son ordinateur, saisie par un besoin urgent d'écrire. Elle se met à noter tout ce qu'elle sait à propos de Spectre, le cobra blanc, et de sa sœur dorée, la terrible Phobie. Tout ce qu'elle connaît de Théroumax et du club des sorcières. Tout ce qui s'est passé depuis la ronde dans la cave, ce jour maudit où elle a entreaperçu le monde derrière l'obscurité.